Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Cette semaine, les sujets qui ont fait l'actualité sont les suivants. Vous avez la délocalisation du marché international de Dantokpa qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez la libération des 3 Nigériens qui ont été jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette pour intrusion sur le site de pipeline de Semekrake. Vous avez également, sans nul doute, dans la presse locale et également, cela a été objet du Conseil des ministres de cette semaine, notamment lors des communications, la tournée gouvernementale qui a été effectuée à travers les 77 communes que comporte le pays. On en parlera sans nul doute dans le décryptage. On fera quelques petits commentaires également sur l'inauguration des marchés modernes. Pour en parler ce samedi, je suis avec Distel Amoussou, qu'on ne présente plus, les consultants médias communication, analyste, chroniqueur politique, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il sera face à l'analyste politique, théoricien de la gouvernance d'État, Paul-Marie Wessou. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, dans celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Papa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour chers amis internautes, bonjour docteur Wessou. Merci de vous rendre disponible malgré l'agenda. Merci à vous également Paul-Marie Wessou. Bonjour, merci d'être là également ce matin. Alors on a 4 sujets à survoler de façon sommaire quand même avec des commentaires pointus. Distel Amoussou, il y a exactement 8 jours, vous avez souhaité que les 3 Nigériens qui étaient dans les lignes de la détention soient libérés. Est-ce que l'issue du procès aujourd'hui qu'a connu ces 3 Nigériens vous a réjoui? Évidemment que oui. Oui pour moi, en tant que Béninois. Oui pour moi en tant qu'Africain, et je l'espère oui pour les autres Béninois, compatriotes, concitoyens, et oui pour le peuple frère nigérien. Et je me demandais quelle était l'opportunité de cette poursuite. Heureusement, terminus, tout le monde descend, suis-je tenté de dire, et inviter les 2 gouvernements, les 2 États des 2 pays frères et amis à revoir leur posture sur 2 manettes. Lesquelles? La première, pour moi, c'est le discours, le contenu de nos discours désormais, les éléments de langage que nous allons employer désormais et les démarches communicationnelles que nous allons faire l'effort de rendre non belliqueuses. Ça, c'est la première manette selon moi. La deuxième manette, c'est notre posture en tant qu'État, parlant du Bénin, de son État et de son chef. Car en réalité, le Bénin et le Niger n'ont pas la possibilité de changer d'adresse, donc nous sommes condamnés à vivre ensemble.
À cohabiter ensemble. Nous sommes condamnés au même destin du sous-développement et notre marche doit être commune vers le développement. Paul Maïwessou, on voyait tout à l'heure sourire. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Non, je voulais pas dire comme dit celle que nous sommes condamnés à un destin de sous-développement. Non, je crois que nous sommes condamnés à nous développer. Condamnés à un destin de sous-développement et condamnés à mener ensemble la marche vers le développement. C'est ce que je disais. Oui, bien sûr. Bon, mais moi, vous savez, à un moment donné, moi, j'ai perdu complètement le fil. J'ai perdu le fil parce que vous savez moi dans cette histoire du Bénin-Niger, j'ai eu cette position d'être critique vis-à-vis du gouvernement du Bénin. Je l'ai été jusqu'à un moment donné où j'ai dit bon, maintenant je crois qu'on peut dialoguer. Et c'est juste après ça que vous voyez on a arrêté maintenant les Nigériens et là j'ai complètement perdu le fil. Parce que vous savez le pouvoir que nous confions à nos concitoyens pour exercer le pouvoir d'État, donc l'autorité publique, c'est un pouvoir légal, rationnel. Je ne sais pas si vous voyez les deux choses là. Légal, rationnel. Ça veut dire que on doit pouvoir expliquer chaque chose, chaque action qui est posée, chaque chose qui est faite, chaque chose qui se fait. Mais moi, j'ai perdu complètement le fil parce que d'abord, vous voyez, lorsque le procureur de la République est sorti pour dire ce qu'il a dit, je me suis retrouvé complètement, vous voyez, en 2019, 2020, 2021, donc avec ce procureur qui vient chaque fois dire des choses où vous commencez à chercher la rationalité, vous ne trouvez pas la rationalité. Vous n'avez pas trouvé de rationalité dans ce qui a été dit? Bon, au finish, est-ce que ce qu'il a dit là, au finish, est-ce que c'est ça qui a été... Pour vous, il n'y a pas une concordance avec la sentence finale? Ben, écoutez, les débats n'ont même pas porté sur ce qu'il a dit. Il a eu une requalification des griefs. Ouais, les débats n'ont même pas porté sur ce qu'il a dit. Et ça a été comme ça depuis 2019, 2020, 2021. Voyez, quand lui il est sorti dans cette affaire, j'ai dit, bon, écoutez, moi je perds complètement le fil. Mais aujourd'hui, on est heureux que les Nigériens soient... Non, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. On a créé encore plus d'antécédents. Vous savez que c'est un antécédent qui a conduit à toute la crise. Maintenant, on a encore créé plus d'antécédents. Vous estimez que cette arrestation, puis cette relax, a envenimé la crise? Mettez-vous à la place du président nigérien. Ou mettez-vous à la place du premier ministre nigérien. Et mettez-vous à la place de tous les Nigériens qui sont en position d'autorité aujourd'hui. OK? Et disons, prenons comme le Bénin. Que vous envoyez, qu'il y ait des gens qui aillent dans un pays et qui sont arrêtés. Et maintenant, c'est passé par des procès, dans une situation où il y avait déjà, la situation était déjà complexe. Et on devrait s'expliquer, on devrait faire de sorte que progressivement on aille vers le dégel. Mais quand on a arrêté les Nigériens, quand on les a arrêtés, pourquoi on n'a pas arrêté les Chinois? Les Chinois, pourquoi on les a pas arrêtés? Moi, je veux comprendre. C'est là où je dis, c'est sorti des rails de rationalité et de légalité à mon point de vue. Et lorsque c'est comme ça commence à devenir complexe. Et il est difficile pour nous autres qui voient les choses de façon rationnelle de nous prononcer sur ces choses-là. Parce que ça ne fera qu'envenimer la situation, qu'aggraver la situation. Plutôt que, parce que moi je suis d'accord avec Gisèle que nous devons descendre la température, nous devons demander à chacun de faire chose là. Nous l'avons fait jusqu'à ce que les Nigériens ne soient arrêtés. Alors, Gisèle Amoussou, lorsqu'on revient sur cette arrestation de Nigériens, on a vu les autorités nigériennes monter au créneau, mais dans la conférence de presse qui a été relayée, on a cru entendre que ceux-là ont été mandatés sans qu'on puisse leur donner des documents officiels. Écoutez, attestant de leur mission. Moi, je vais convier les deux peuples, les deux dirigeants à aller vers, n'est-ce pas, le dialogue, la paix.
C'est pour cela que je vais éviter de faire... De remuer le couteau dans la plaie. De refaire le procès d'un procès. Je me suis déjà interrogé sur l'opportunité de cette poursuite. Les faits ont évolué. Les griefs ont été reconsidérés, requalifiés. Finalement, on est descendu. Oui, d'accord. C'est un antécédent. J'invite et j'insiste à inviter, n'est-ce pas, les dirigeants des deux États à prospecter la possibilité des deux démarches que je préconise. Revoyons nos éléments de langage, le contenu de nos discours et de nos communications, n'est-ce pas, de nos actions en communication, et revoyons la posture, notre posture en tant qu'État et en tant que chef d'État. En tant que chef d'État. De deux nations. Lorsque vous demandez de revoir la posture en tant que chef d'État, qu'est-ce que vous insinuez concrètement? Ce que j'insinue, c'est quoi? Vous savez, lorsqu'on est homme d'État et qu'on est investi du pouvoir public, et comme l'a dit le docteur Ouessou, il y a la légalité, la légitimité, mais aussi la rationalité. Voyez-vous? Alors, oui, nous savons aujourd'hui qu'il y a un régime de fait au Niger qui est en train de mener les démarches pour conquérir sa légalité. Parce que je ne... Non, sa légitimité plutôt. Parce que moi, je ne voudrais pas m'étaler sur sa légalité. Il y a eu un coup d'État. Dans quel contexte? Je ne suis pas nigérien, je ne suis pas concerné. Mais ce régime aujourd'hui est en train de tout faire pour conquérir sa légitimité. C'est pour cela que vous observez que les dirigeants nigériens actuels bénéficient quand même, malgré tout ce qu'on pourrait penser ou dire, peu ou prou, du soutien d'une partie de la population nigérienne. Et cela s'observe. Et cela s'observe aujourd'hui. Voyez-vous? Alors, dans ce contexte, nous allons les inviter, n'est-ce pas, à avoir le discours nécessaire. Mais il se trouve que c'est eux qui parlent encore très peu et que c'est nous qui parlons beaucoup. À partir de ce moment, il nous appartient, nous, en tant que Béninois, en tant qu'État béninois, en tant que responsable d'État béninois, n'est-ce pas, de savoir raison garder, de prendre de la mesure, n'est-ce pas, désormais face à l'enjeu qui est le développement de la sous-région. De la sous-région. Mais est-ce que de votre côté d'analyste politique, est-ce que vous sentez que le Niger a l'ambition d'obtenir un dégel de cette situation-là? Bon, je voudrais... Parce que la volonté du Bénin d'obtenir un retour aux communautés habituelles est tellement affichée. Mais est-ce que du côté du Niger, vous observez la même chose? Qu'est-ce qui est affiché? La volonté du gouvernement à ce que le Bénin et le Niger retrouvent... Non, moi, je ne le pense pas. Vous ne le pensez pas? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit qu'on est sorti. Moi, je suis sorti des rails. Quelle est la volonté qui veut qu'on... Revenez sur les rails. Oui, parce que... Ne déraille pas. Non, j'ai pas envie de dire ça. J'ai pas envie de dire ça. Oui, mais je peux dérailler, puisque franchement, on n'est plus sur les rails. Personne n'est plus sur les rails. Personne n'est plus sur... Question simple. Qu'est-ce que nous voulons? Un retour à la normale. Vous pensez ça? Le Bénin le veut. Bon, le président l'a dit à maintes reprises. Alors, je veux un retour à la normale. Quelle est alors l'utilité de l'arrestation des personnes qui sont venues? Si tant est que ma démarche est que je veux le retour à la normale. On parle d'intrusion. Vous avez entendu... En fait, moi j'ai lu un peu ce qui a été dit dans la salle du procès. Et moi, je n'ai pas encore vu quelque chose de tellement grave. Je vous ai dit, ils ont été accueillis par les Chinois ici. On n'a pas touché aux Chinois. C'est-à-dire, si vous introduisez quelqu'un dans la maison, dans la maison qui est la vôtre commune avec d'autres, c'est vous qui introduisez les gens. Et donc, on arrête ceux qui sont introduits, on vous laisse. Quelle est la rationalité? Non, je voudrais quand même essayer d'expliquer, non. Et moi, je ne veux pas justifier. Oui. Je voudrais, si vous permettez, si docteur permet, essayer d'expliquer. Vous savez, le président Patrice Talon
lors d'une de ses sorties, disait que des autorités nigériennes viennent sur le site, viennent dans notre port, et que c'est des Chinois qui informaient l'État béninois, le gouvernement béninois. Je crois avoir entendu Que les États ne communiquent pas via des prestataires privés. Et qu'ils souhaiteraient que les relations entre le Bénin et le Niger, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce projet pipeline, soient formalisées. Que les relations entre deux États ne peuvent pas être informelles. Je crois avoir entendu un discours comme ça. Et j'ai comme l'impression que c'est parce qu'il n'a pas été écouté et certainement la démarche qu'il préconisait n'a pas été observée par la partie nigérienne que lorsque des cadres nigériens se sont retrouvés de la même façon informelle sur le site, je crois que c'est ça qui a occasionné cette poursuite-là. Bon, je crois. Mais si ça pose un problème, pourquoi est-ce que les trois parties ne se retrouvent pas pour en parler clairement, pour définir clairement les bases autour de la formalisation qu'évoque le président béninois? C'est une question que je me pose. Moi, je voudrais être d'accord avec ça. Seulement que les Nigériens ont dit, le ministre béninois de l'énergie, je crois, de l'énergie et de l'environnement. De l'eau et de l'énergie, de l'énergie, de l'eau et des mines. Quand il allait là-bas, c'est les Chinois qui ont informé le gouvernement nigérien. Ils l'ont dit aussi. Nous allons sortir de ce jeu de ping-pong parce que sinon, on va pas. Mais non, justement, il est temps de sortir. Moi, je suis d'accord qu'on sorte de là, mais nous ne pouvons sortir de là que par nos comportements. Et nos comportements, c'est que moi, je trouvais, vous voyez, c'est comme dans un film western, que brutalement on arrête des gens comme ça, dans des situations comme ça. Et si on devrait le faire, c'est qu'on devrait arrêter les Chinois aussi. Parce que si vous ne le faites pas, c'est que vous donnez raison aux Nigériens qui pensent que vous vous en prenez à eux. Est-ce que vous n'observez pas du mépris parfois dans la démarche de la partie nigérienne? Mépris. Pourquoi mépris? On regarde tout ce qui est observé. Le chef de l'État, Patrice Talon, effectue des discours quand même qui sont de nature quand même à prouver sa bonne foi, à reconnaître parfois certaines de ces décisions. Cadet, j'espère que on va se comprendre parce que on avait déjà discuté ce sujet ici. Oui. J'ai dit une chose. J'ai dit que quand une nation commence par parler de sécurité, eh bien, il faut prendre ça au sérieux. Vous ne discutez pas la question sécurité qui est fondamentale. Le Bénin a dit maintes fois qu'ils envoient des délégations pour inspecter. Ce n'est pas dire on envoie une base militaire. Je vous ai dit ici, vous vous rappelez que l'Amérique et les Américains et les Russes se parlent du point de vue, est-ce qu'ils envoient quelqu'un pour faire... Il y a des canaux à travers lesquels on fait ces choses-là et même dire publiquement d'envoyer des gens, moi je sais pas. Vous voyez, parce que quand on a dit publiquement, il faut envoyer des gens ici pour venir vérifier, vous prenez ça comme des arguments maintenant, non. Mais il y a des façons de faire au plan international pour parler de la sécurité et ce n'est pas à travers la télévision et ce qu'on dit à la télévision, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas à travers porte-parole de gouvernement qu'on règle les problèmes de sécurité entre pays. Vous estimez que quand on est trop dans les discours, c'est ça? C'est ce que vous estimez? C'est ce que vous croyez? Je le crois sincèrement et je crois que même si les Nigériens sont en train de mentir, il faut les prendre au sérieux et leur donner les gages, qui les mettent en confiance pour qu'ils se disent oui, d'accord, là, à ce moment, maintenant, nous pouvons discuter. Parce que en réalité, c'est le manque de dialogue, de discussion qui conduit à tout ce que nous voyons. Et ce manque de dialogue, vous pouvez croire que ça vient des autres, mais on le dit souvent, on ne mobilise des gens que à la base de leurs intérêts. Je ne sais pas si vous comprenez. La situation, je dis cela, a tellement bien expliqué le contexte du gouvernement nigérien que j'ai pas à revenir là-dessus, mais à dire simplement que, vous savez, le Niger, dans l'ordre mondial, qui était l'ordre
mondial qu'on a connu jusqu'au 26 juillet 2023, dans cet ordre mondial, là, le Niger est, sinon le dernier, du moins l'un des derniers pays en termes de puissance économique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais le Niger a l'uranium. C'est ça qui fait que l'Europe est alimentée en énergie à tout moment. Vous comprenez? Le Niger a du pétrole. Le Niger a ci, le Niger a ça. Mais le Niger est le dernier pays au monde. Si les autorités qui ont pris le pouvoir au Niger l'avaient fait par hasard, sur un coup de tête, il a dit qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus, nous ne sommes pas Nigériens pour savoir. S'ils l'ont fait par hasard, mais au moins ils sont rentrés dans un discours aujourd'hui qui montre que ils sont en train de quitter un ordre mondial pour un autre ordre mondial. Et donc, nous Béninois, africains, Oui. sommes-nous là pour les aider? Nous sommes quoi? Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Sommes-nous là pour les aider à sortir de leur état de pays plus pauvre du monde? Ou bien nous sommes là à les maintenir dans cet état-là? Merci C'est ça à toute vous, la question qui se pose. Paul Marussou. Non, excusez-moi, Oui. parce que quand vous finissez de poser cette question, Oui. vous comprenez maintenant l'attitude des Nigériens, des autorités nigériennes. Est-ce que Dissé Lamoussou comprend cette attitude? Non, Tout j'essaie à l'heure, d'analyser. Paul Marussou J'essaie d'analyser. avait Parce dit que sur la question sécuritaire, oui, que le Bénin est beaucoup plus dans les discours. non, sur la question sécuritaire, c'est vrai, c'est pas sur un plateau de télévision qu'on vient parler de stratégie ou de ce qui se cuisine, voyez-vous. Mais sur la place publique, on peut dire et reconnaître que le Bénin et le Niger avaient des accords militaires. Et qu'à l'arrivée de la Comme le Bénin et d'autres pays. comme le Niger et d'autres pays. Mais ce qui m'intéresse ici et nous intéresse, sur lequel je souhaiterais qu'on fasse focus, c'est que le Bénin et le Niger avaient des accords militaires. Mais à l'arrivée de la junte, et après cette sortie de la CEDEAO, où notre chef d'État a eu la posture que nous connaissons, le Niger a dénoncé ces accords militaires. Donc le pont sécuritaire entre le Niger et le Bénin s'est coupé. Or, nous savons tous qu'au départ, le Bénin n'était pas en proie aux questions djihadistes ou terroristes. C'était le Burkina Faso, c'était le Niger. Le Mali, pays du Sahel. Mais il se trouve qu'à un moment donné, le Bénin a souhaité entrer en coproduction de sécurité avec le Niger, le Burkina Faso et le Togo. Parce qu'il a été observé que le Burkina Faso poussant les terroristes, le Niger poussant les terroristes, ils viennent s'installer dans une région du Bénin qu'ils appellent zone de confort, zone de logistique, où ils dorment, ils s'installent, ils utilisent nos marchés, nos pharmacies pour se soigner. Ils se font dans la population. Le Bénin s'est retrouvé en insécurité. Et c'est ce qui a donné lieu à ces accords tripartites entre le Bénin et le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, où le chef d'état-major du Bénin, le général de brigade Fructueux Bagidi s'est déplacé en personne pour aller parler à ses collègues. Et ils ont scellé ces accords-là pour mener ensemble le combat contre la symétrie djihadiste. Mais il se trouve aujourd'hui oui. que les autorités nigériennes ont résilié ces accords. Sinon, ça aurait été un tremplin de possibilités de discussion, de dialogue entre frères d'âme pour apporter un appui à la diplomatie civile ou administrative, ou celle que nous voyons tous. Les militaires ne parlent pas. Vous avez observé que le président Tiani, jusque-là, parle très peu, même dans cette crise-là qui oppose le Niger au Bénin.
On l'a pas entendu exactement. C'est le Premier ministre qui parle. Les militaires, ça parle pas. Mais s'il n'y avait pas cette rupture-là, peut-être que nos hommes en uniforme des deux pays auraient pu... Est-ce qu'on peut déduire de vos propos là que l'état-major général des forces armées béninoises doit entrer en jeu dans le cadre de cette réconciliation tant souhaitée? C'est une armée républicaine, c'est une armée au service du développement, vu l'enjeu, je dis, vu comme telle, une armée républicaine, une armée de développement, sa participation, sa contribution, si on la lui demandait, serait utile. Parce que... Est-ce qu'on a besoin de la demander? Les officiers supérieurs, là, ils sont tous pratiquement issus des mêmes écoles, hein, des mêmes cursus. Hein. Ils se connaissent. Hein. Ils se connaissent. Hein. Si nous avons prospecté les autres possibilités, certains ont parlé du président Soglo, d'autres ont parlé du député Issa Salifou. J'ai entendu parler de l'aîné et respectable Malek Hossou. J'ai entendu parler de Boni Yahi. Si on a prospecté tout ça et qu'on craint que quelqu'un ne s'attribue les lauriers du règlement de ce conflit. Ah, vous pensez que écoutez, il y a aussi une crainte à ce niveau-là? Oui, il pourrait avoir. Nous sommes sur le terrain politique aussi, hein. Nous sommes sur le terrain politique aussi. Voyez-vous, il pourrait être question que, n'est-ce pas, nos vaillants responsables militaires puissent entrer en contact avec leurs homologues et discuter sérieusement. Mon gars, mon général, dites nos peuples là, on va pas les laisser comme ça et se parler franchement. Nous ne sommes pas obligés de savoir ce qu'ils vont se dire, mais l'essentiel c'est que puissent retourner nos autorités civiles à la table du dialogue. Qu'en pensez-vous, Paul Maroissou? Moi, je crois qu'il reprend exactement ce que je vous ai dit ici la dernière fois, que les armées se parlent. D'abord, vous voyez, c'est que il a dit quelque chose. C'est rare de vous voir d'accord. Oui, non, mais c'est rare. Mais quand la chose est logique et rationnelle, il faut reconnaître que c'est logique. Il a dit, on a prospecté différentes possibilités, n'est-ce pas? Mais pourquoi... On n'a peut-être pas gagné de cause, et la ligne ne bouge pas. Pourquoi le président Talon se retrouve seul face à ça? Même pas la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères, quand il est sorti, c'est pour dire que les Nigériens... Pour dire des choses qui enflamment encore la situation du côté du Niger. Je ne sais pas pourquoi tous les canaux là existent et le président... Il est en première ligne dans ce conflit avec le Niger. Vous estimez qu'il est esselé? Il est esselé. Et il est esselé. Il n'y a même pas de diplomatie autour. Le ministre ne peut pas prendre la parole et parler au ministre nigérien des Affaires étrangères. Vous voyez, il est esselé. Et il est face à la situation. Et c'est ça qui est le drame. C'est ça qui est le drame. Je crois... Comme il a dit que les armées doivent se parler, je l'avais dit ici. Il a même précisé qu'ils ont pratiquement fait tous les mêmes écoles, donc il doit avoir des généraux au Bénin. Et ils ont été sur les terrains d'opération. Ils ont été sur les terrains d'opération ensemble. Ils se connaissent. Ils doivent se parler. Ils ne peuvent se parler alors que lorsque l'autorité suprême leur dit bon, ok, allez-y. Et donc c'est au chef d'État de leur déléguer cette mission. Oui, absolument. Et si nous laissons les armées se parler, vous allez voir que les autres comprendraient mieux. Ici, nous comprendrons mieux l'état d'esprit, et eux, ils comprendraient mieux la situation sur le terrain. Et en ce moment, vous verrez la confiance revenue, le dialogue peut s'établir. L'orage va passer. Voilà. Mais si nous continuons de poser des actes comme arrêter les Nigériens, mais surtout des gens qui sont quand même des responsables à un certain niveau. Docteur, ne ramenons pas le feu. Non, je ne peux pas ramener le feu. Ne ramenons pas le feu sur le feu. Vous rappelez, vous n'étiez pas là la dernière fois quand je suis venu ici après que le président Talon soit intervenu quand il est revenu du Brésil. Le jeudi. Et j'ai dit que maintenant le ton est bon. Et j'ai dit qu'il reste qu'on voit du côté du Niger
que eux aussi baissent le ton et que le dialogue s'établisse entre les deux et que les armées se parlent. Je me rappelle de cette émission. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'on a? On a arrêté les Nigériens. Donc, et nous sommes en train de parler maintenant. Nous ne savons pas, peut-être demain, on va encore. Dissela Moussou, patron de l'ADLSS, l'agence de documentation des essais spéciaux ADLSS. Au regard de votre parcours, on parle du général Tiani. Est-ce que vous n'avez pas mémoire de généraux béninois qui pourraient être véritablement, même s'ils sont à la retraite, sollicités dans ce conflit-là? Mais oui. Il y en a, mais je ne peux pas les citer sur un plateau de télévision au risque de les mettre en insécurité, justement, parlant de sécurité. Vous savez, le pouvoir et l'armée, c'est très voyez-vous, faut pas faire des gens qui sont à leur tranquilles dans leur tanière en train de vivre et de jouir de leur retraite. Faut pas les mettre sur un plateau de télévision. Mais vous rassurez ceux qui nous suivent qu'il y a des officiers supérieurs de l'armée béninoise qui peuvent faire entendre raison. C'est possible, et dans ma présentation, vous avez parlé de l'agence de documentation de liaison des services spéciaux. C'est possible. C'est possible. Nous avons la clé existe. Il faut mettre dans une volonté d'aller la chercher. Une volonté politique d'aller la chercher. Il faut une volonté d'aller la chercher. Et quand ça, il n'appartient qu'à l'État. Tout à l'heure, Paul Maïroussou, on a pu entendre dans l'argumentaire de Dissela Moussou qu'il y aurait des craintes, quitte à ce que qui va récolter les lauriers du dégel de cette crise-là. Parce que celui qui obtiendra quand même ce dégel-là, s'il n'est pas du gouvernement, quand même aura quand même son nom gravé dans l'histoire. Non, mais écoutez, moi, c'est ridicule. Hein, je comprends l'argument, hein, mais c'est ridicule que ça la détermine pourquoi on ne met pas en place les gens qui vont faire ci ou qui vont faire ça. Vous savez, si vous voulez gagner, comment on l'appelle, le crédit de tout ce qui se fait dans une nation, vous allez perdre tout. Regardez ce qui se passe simplement auprès de nous ici, au Nigeria. Regardez, qui est-ce qu'on envoie pour aller discuter quand il y a un coup d'État au Niger, quand il y a un coup d'État au Burkina Faso, le président nigérien, je crois, en son temps a déployé. Mais qui est-ce qu'il a envoyé? C'est quand même des chefs d'État. Ce sont c'est encore comment il s'appelle? Goodluck Jonathan. N'est-ce pas? L'ancien président de la République. N'est-il pas ancien président de la République? Est-ce que Goodluck Jonathan, après cela, est devenu un héros? Mais Goodluck Jonathan n'est pas chef de parti. Oui, mais que Soglo n'est pas chef de parti, que je sache. Oui, puisque nous cherchons la solution. L'ancien président Soglo a quand même de très bonnes relations. Et la personne qui a le meilleur profil, c'est le président Soglo. Oui. Voyez-vous? Oui. Et il n'est pas chef de parti, oui, officiellement, d'accord? Mais tout le monde connaît aujourd'hui son accointance avec les partis de l'opposition. Mais tout le monde connaît l'accointance de Goodluck Jonathan avec son parti. Il est venu d'un parti quand même. Et donc, on ne peut pas. Le contexte nigérien n'est pas le contexte béninois. C'est vrai que à jouer à ce jeu, nous allons nous enliser. Voyez-vous, c'est clair. Mais il se trouve que dans le contexte politique actuel, aucun chef d'État à la place du président Patrice Talon ne va laisser couder franche à cette personnalité dont l'activisme politique sur le terrain n'augure pas d'une stabilité et d'une cohésion dans le pays. Voyez-vous, ça va être très dangereux de le faire. En tout cas, moi, si j'étais un couteau à double tranchant. Si j'étais un conseiller du président Patrice Talon, j'allais lui demander de prospecter là où vous visez les chefs traditionnels, de prospecter les chefs religieux, de prospecter du niveau de l'armée. On en a parlé tantôt. Mais lorsque vous allez laisser le lead au président Boni Yahi, au président Nicéphore Soglo, d'aller discuter avec les autorités nigériennes et que nigériennes, oui, c'est ça, hein, et que après tout ça, l'eau va quitter le feu va quitter le fleuve, pardon, mais on vous dira que vous êtes incapable. On vous dira que vous n'avez pas pu régler des problèmes.
On vous dira, on va intoxiquer le peuple, on va même ignorer votre part de contribution, votre délégation, n'est-ce pas, de pouvoir dans ce jeu. Et nous savons, et c'est dommage, le Béninois veut être père, tuteur de ce qui est bon, de ce qui est réussite. Mais lorsqu'il y a échec, c'est le président Talon. Est-ce que vous pensez, Paul Maïro, est-ce que vous pensez que les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi ont forcément besoin de l'approbation de l'exécutif avant de s'impliquer dans cette crise? Non, mais quel que soit ce qu'ils iraient dire là-bas, s'ils ne reçoivent pas un mandat du président du Bénin et qu'ils vont là-bas, ça ne donnera rien. Rien du tout. Mais c'est là où je suis complètement pas d'accord avec ce que Distel vient de dire. Vous savez, le président Talon, et c'est ça le drame, n'est jamais arrivé à savoir s'élever au-dessus. Ouais. Il n'est jamais arrivé à savoir s'élever au-dessus. Mais tout dépend de comment vous invitez la personne à entrer en jeu, et de comment vous gérez sa présence dans le jeu, et de comment vous gérez l'après-présence dans le jeu. Les Béninois ne sont pas du tout cons, hein. Quand on dit intoxication, quand c'est intoxication, quand vous envoyez des choses et que c'est des bêtises, les Béninois savent lire ce qui est bêtise et ce qui n'est pas bêtise. Vous savez. Et si vous voulez vous faire maître de la situation en utilisant quelqu'un, tout le monde saura quelle est votre part dans le jeu. Et personne ne va dire que c'est lui de son chef. Et tout le monde sait aujourd'hui que Yayi Boni aille au Niger pour parler au président nigérien ne donnerait rien si ça ne vient pas du président Talon. Et moi, je pense sincèrement que il n'est pas nécessaire que, effectivement, comme il a dit, on passe par les anciens présidents. Il y a d'autres voies qu'on peut emprunter. Mais justement, c'est que vous voyez que ça ne vient jamais, on ne voit pas ça venir. Il faut parler à quelqu'un, et c'est pourquoi il dit le président est tout seul en première ligne face à cette situation. Et on a comme l'impression qu'il n'a plus de recours, alors qu'il y a beaucoup de recours. Il y a beaucoup de recours. Merci à vous, Paul Maïro. Amoussou, vous avez un petit commentaire? Non, c'est bon. Merci pour ce premier sujet. On a pris quand même assez de temps. Il faut noter que cette semaine, notamment le mercredi dernier, le gouvernement, dans sa rubrique des comptes rendus, il a été fait un compte rendu de la tournée gouvernementale de reddition de comptes aux populations qui a été organisée du 25 mai au 8 juin dernier. Elle a donné l'occasion, lorsqu'on s'en tient au relevé du compte rendu du Conseil des ministres, elle a donné l'occasion, d'autre part, d'expliquer la rationalité qui justifie certains choix opérés, d'expliciter les difficultés rencontrées, des rapports produits par les différentes délégations. Il se dégage que cet exercice de reddition de comptes a été largement apprécié et sa reddition vivement souhaitée. Est-ce que vous partagez cet avis, Paul Maïro? Apprécié par qui? Apprécié par les populations? Par les populations. Bon, il y a des critères d'appréciation. Chacun élabore peut-être ses critères d'appréciation et d'autres. Vous savez, pour moi, c'est que cette reddition de comptes, oui, peut-être à des endroits, ça s'est bien passé. Mais moi, je lui dis, bon, Distel, il est dans la communication, il peut vraiment servir à quelque chose, quelque chose, et aider, quoi, parce que c'est nul en termes de communication. C'est nul. La communication politique, ça, c'est zéro ce qui s'est passé. Autour de la tournée gouvernementale? Je vous dis que la communication, en matière de communication politique, ce qui s'est passé est zéro. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois que je m'étonne qu'à ce niveau, on ne peut pas jeter simplement les gens dans le pays et dire allez parler, et puis ils parlent, ils disent n'importe quoi et tout et rien. Ils disent tout et rien. C'est-à-dire, quelqu'un dit quelque chose et se contredit en même temps. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et bon, il y a, comme je l'ai dit, chacun a ses critères. Moi, j'ai quand même un petit savoir, on va dire, en matière d'appréciation de la communication politique. Et ce petit savoir me fait dire vraiment de façon sérieuse que c'est nul comme communication. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Un ministre va sur le terrain. Oublie que son père a dirigé ce pays. Oublie qu'il a été dans le gouvernement, dans un gouvernement qui a dirigé ce pays et qui a fait cela. Et il va, il dit une information.
Et l'information, c'était que oui, ce gouvernement travaille plus que... On sait que, bon, ça, c'est... Vous savez, tous les ministres disent cela. Ils ont été souvent ministres dans le gouvernement de Yahya Boni. Et ils viennent maintenant nous dire que ce que le gouvernement a fait, c'est plus que... Donc, quand un autre gouvernement viendra, s'ils sont encore dedans, ils diront que oh, c'est encore mieux que ce que vous comprenez. Bon, non, vous estimez que ce sont des rengaines du moment. Vous savez, tout le monde sait ça, là. C'est terre à terre, comme logique. C'est terre à terre. Et maintenant... Quelqu'un dit, ben, il ne peut pas dire ça. Il a été, comment on l'appelle, il a été dans un gouvernement, on a travaillé ensemble, et on sait ce que ce gouvernement a fait. Et il sort pour dire un individu qu'il ne connaît pas. Vous voyez ça, s'il n'est pas sérieux, on ne vous prend pas au sérieux quand vous parlez comme ça. Vous avez été ministre dans le même gouvernement que cette personne qui vous critique parce que vous avez dit des choses qui ne tiennent en réalité pas. Et cette personne vous fait le reproche de dire ces choses et vous dites un individu, moi je ne réponds pas à un individu que je ne connais pas. Merci à vous, Paul. Un individu avec qui vous avez fait un gouvernement. Vous voyez tout ça, c'est parce que la communication politique ne se fait pas en l'air. C'est pourquoi il dit que Dissel peut servir à quelque chose. Il dit que vraiment il faut des séminaires. Dissel Aboussou. Dissel Aboussou. Il faut des séminaires pour qu'on apprenne aux gens à parler. On parle de critères d'appréciation. Au regard de ces critères, Paul Mauriceau a posé quand même son analyse. Vous, au regard de vos critères, la tournée gouvernementale, elle a été appréciée par les populations. Non. C'est la base déjà qui est faussée. Hein. Comment? C'est la base de structuration de cet exercice, de cette opération qui est faussée. Et au lieu de parler de tournée gouvernementale, je voudrais nous convier à observer qu'il s'agit de séminaires itinérants, de formation, d'information au profit de grands militants des partis soutiens de la mouvance. Ah bon? Comment? Je reprends. Expliquez-nous. Je reprends. Séminaire itinérant d'information au profit de grands militants des partis soutiens de la mouvance. Et lorsque vous regardez la composition, comme ça, oui, la composition des équipes qui se sont déployées, des délégations, c'est une sorte de melting pot. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des maires, il y a des directeurs centraux, des préfets. Il y a des préfets. D'accord? Alors, la terminologie, ça fausse, n'est-ce pas, le contenu de tournée gouvernementale. Donc, vous estimez que lorsqu'il s'agit de tournée gouvernementale, il doit y avoir exclusivement que les membres du gouvernement? Mais c'est de cela qu'il est question. On parle de tournée gouvernementale. On ne parle pas de tournée de la mouvance. Mais est-ce que, et si les députés venaient en soutien? Et si les maires venaient en soutien? C'est pour ça que je fais l'exercice de débaptiser, n'est-ce pas, l'opération et de la rendre plus simple et plus digeste. Il s'agit de séminaires de formation. Maintenant, l'enjeu. Oui, l'enjeu. L'enjeu, il était de besoin de le faire. Le président Boni Yahi et son équipe, tout le monde l'observe, écument tous les jours les hameaux, les villages, les quartiers de ville, avec des informations tendancieuses, avec des informations déséquilibrées, avec des informations fausses par endroits, de sorte à constiper les populations, à installer la mésinformation. Donc, il était de besoin, n'est-ce pas, d'apporter des éléments probants par rapport aux réformes, par rapport à la gouvernance du président Patrice Talon. Et donc, cette opération a été... Oui, sur le discours. Janvier. Oui. Cette opération a été orientée vers les militants des formations politiques qui soutiennent les actions du président Patrice Talon. Ça a été une question de quota. UP, le Renouveau, Bloc républicain, RN, Moël Bénin. Voyez-vous? Alors, et l'objectif c'est quoi? C'est de doter ces militants-là d'informations, de bases, de banques de données, et leur permettre dans les prochains jours à disséminer, n'est-ce pas, ces informations-là au sein des cellules de base pour aguerrir les militants. Cellules de base des partis politiques. Des partis politiques pour aguerrir les militants de ces partis-là. Mais tous les citoyens béninois ne sont pas les aider à mettre la carapace contre
n'est-ce pas, la désinformation et l'intoxication. C'est ça. Mais qu'en est-il de ces citoyens béninois qui ne sont pas militants de tel ou tel autre parti politique et qui, quand même, sont des citoyens béninois? Écoutez, ça n'est pas une opération dirigée vers le peuple béninois, vers les citoyens béninois. Si on dit ça, je m'inscrirai en faux contre cela. C'est pour cela que ce que vous avez lu là, quand on dit le peuple a apprécié, le peuple souhaiterait que cela soit réédité. Non, il ne s'agit pas de peuple, il ne s'agit pas de population. Il s'agit plutôt de militants des partis soutiens, n'est-ce pas, du gouvernement, des partis de la mouvance. Disons les choses parce que, comme l'a dit le docteur Wessou, les Béninois ne sont pas dupes, ils ne sont pas bêtes. Ils savent que ceux qui sont rassemblés là, à ces endroits, pendant ces opérations, sont des échantillons de militants invités. Invités. Alors, donc parlons de séminaires. C'est de cela qu'il est question. Parce que le législateur a imposé aux partis politiques d'avoir des écoles de partis fonctionnels. Et le budget, c'est-à-dire notre argent, votre argent, est affecté à cela. Merci. Ils auraient pu simplement donner un autre nom de baptême, mettre cette opération-là, n'est-ce pas, sous la tutelle des écoles des partis et inviter, n'est-ce pas, les ministres, les directeurs centraux comme des communicants, n'est-ce pas, à leur séminaire. Merci à vous. Et rendre plus élégante oui, cette opération. Mais bon, j'espère que ça va apporter quelque chose à la mouvance de positif. Ça n'a pas apporté quelque chose, selon vous, au regard des retours qui vous parviennent? Écoutez, les retours là, ce n'est pas dans les discours. Les retours, c'est dans le vote. Dans le vote. Mais les discours, c'est dans le vote. Les discours qui ont été tenus par endroits étaient-ils appropriés? Écoutez, je ne suis pas partie prenante, je n'ai pas écouté tous les discours, mais donc je ne connais pas les éléments de langage. Les quelques-uns que vous avez écoutés... Oui, il s'agit de dire ce qui est fait par le gouvernement. Alors si c'est ça, je crois que c'est une bonne démarche et c'est un bon discours. Un bon discours. Ouais. Tout à l'heure, Paul Maïrossou, lorsqu'on suit Stella Moussou, selon vous, une tournée gouvernementale, quel doit être le format? Bon, déjà, c'est que c'est des membres de gouvernement qui prennent la parole partout et qui parlent de ce qui se fait par le gouvernement. Et qui... Et ne peut pas être soutenu, par exemple, par des députés soutenant l'action du gouvernement. Soutenu par quel député? Mais si le député vient, donc c'est un soutien. Vous voyez? Donc il reste dans l'ombre. Il reste dans le public. Il reste dans l'ombre. Il reste dans l'ombre. Non, la gêne, docteur, vous permettez, la gêne, c'est quoi? La gêne, en fait, nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Voyez-vous? Et lorsque vous voyez le président Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, dont l'institution est habilitée à contrôler l'action du gouvernement. Contrôler l'action du gouvernement. Sur le terrain, dit du bien de ce même gouvernement-là. Quand il va prendre le maillet, il va faire quoi? Mais et s'il est un soutien du régime? C'est pour ça que cette façon d'agir qu'on aurait pu faire autrement. N'est pas... C'est pas élégant. Je ne parle pas d'élégant. C'est pas professionnel. Merci. Parlant de même sociologie communicationnelle. Voilà. Oui, docteur Maïrossou. Oui, moi je pense que d'abord, il faut se demander pourquoi nous voulons communiquer. Et à la fin, parce que ce qui est dit maintenant, bon, compte rendu du Conseil des ministres, ce qui est dit maintenant, apprécié et choses là, la finalité de la communication. Il ne faut pas occulter dans le Conseil des ministres qu'il a été dit qu'il y a eu des doléances qui ont été rapportées au Conseil et des instructions ont été mises. Oui, mais il ne s'agit pas de... Moi, je ne vois pas la chose sous forme de doléance ou de ceci. C'est-à-dire que la finalité d'une communication politique, c'est de faire changer la perception, la perspective des uns et des autres. La perception que les uns et les autres ont des choses et qui se traduit, comme il a dit, enfin par le vote dans les urnes. Vous voyez? Mais est-ce que ça, là, ça fait changer quelque chose? Ce qu'ils ont fait, là. Est-ce que ça fait changer quelque chose? Parce que j'ai comme l'impression que ils sont allés sur le terrain pour faire du président Talon un héros qu'il n'est pas. Pour faire de lui le tout-puissant qu'il n'est pas. Pour faire de lui, non, on a réalisé, c'est le meilleur de ceci, c'est le meilleur de cela. Ce n'est pas, vous savez, la communication politique, c'est très dangereux d'utiliser les superlatifs en communication politique.
il faut dire les réalités telles qu'elles sont et comment l'action, la petite qu'on peut pas poser, transforme la réalité des gens. Lorsque vous pouvez dire à la personne que la petite action qu'on vient de poser là transforme ta réalité dans ce sens ou dans ce sens, eh bien, la personne peut être convaincue. Il s'agit de convaincre. Il ne s'agit pas d'aller dire de n'importe quoi et penser que, bon, c'est fini. Les gens ont retenu que c'est ce que moi j'ai dit là, qui est la vérité. Parce que les gens sont là et vivent la réalité dans leur peau. Imaginez que le jour, la première fois on a parlé de cette tournée ici, que j'ai dit, la question de la cherté de la vie, c'est une question économique, technique. Et normalement, les partis politiques doivent aller convoquer des techniciens du domaine pour comprendre le phénomène et savoir ce qu'il faut aller dire sur le terrain. Mais vous avez vu maintenant, depuis qu'on a dit ça et que on avait dit que oui, c'est parce que on sort comment on appelle, le Yahi Boni sortait pour donner de l'argent aux uns aux autres. Maintenant, c'est parti de là pour dire que c'est les coqs qui font qu'on a plus de maïs. C'est parti de là pour dire que c'est l'Assemblée nationale consulte à Porto Nouveau qui fait qu'on a plus de maïs et qu'on a plus de maïs. Vous voyez, c'est vrai, mais tout ce qui est lâché dans le public, c'est lâché. Et vous pouvez pas contrôler ça. Quel que soit d'où ça vient, quel que soit de qui ça vient dans la mouvance, mais c'est quand même un ensemble. Moi, je regarde pas la mouvance comme une personne détachée de l'autre et l'autre est détachée de l'autre. Mais c'est des individus qui ont dit ça. Et ils sont tous des individus de la mouvance. Et c'est dans la même période que on est en train de faire la communication. Moi, je suis membre d'un parti politique de la mouvance. Et nous ne menons pas cette réflexion-là, ce type de réflexion. Bon, attention. Donc, malheureusement, c'est la mouvance, c'est de la mouvance que les gens disent ces choses. Hein? Que c'est la mouvance, elle est plurielle. Que les gens ont fait aujourd'hui. La mouvance, elle est plurielle. Elle est plurielle. Elle est plurielle. Elle est plurielle. Merci à vous, chers débatteurs. On a encore un autre sujet quand même qui a fait couler beaucoup d'encre de salive et continue de faire couler beaucoup d'encre sur la toile et anime quand même les forats de discussion. C'est la délocalisation du marché international de Dantokpa. Certains estiment que le régime veut tout refaire, tout remettre à zéro. On parle de délocalisation du marché de Dantokpa. Est-ce que vous pensez, comme certains internautes, que cette délocalisation du marché va tuer le marché parce que Dantokpa est assis sur des données sociologiques, des données spirituelles? Écoutez, ce débat est en retard. Hein? Et ce débat-là est en retard. Lorsqu'il était question d'agir et de réagir, je n'avais pas pris au sérieux à la naissance de ce projet, j'avais élevé ma voix. J'avais pondu ma chronique pour dire que Dantokpa a une âme. Dantokpa a une âme, je suis un conservateur, je suis un gardien de nos cultures, de nos traditions. Et je dis Dantokpa pour Cotonou est un sel, elle le sel, si vous voulez, elle le sel, n'est-ce pas, sociologique, économique, hein, culturel, touristique, et que sais-je encore. Je ne connais pas d'expatriés ou de citoyens de pays voisins qui soient venus pour la première fois au Bénin et qui n'ait pas mis pied au marché d'Dantokpa. C'est de la curiosité qui produit de l'économie, n'est-ce pas? C'est du tourisme informel, mais qui produit de la devise. J'ai mal. Bon. Des arguments sont avancés. Oui, vous savez, ce n'est pas parce que les arguments ou des arguments sont avancés. Ne sont-ils pas pertinents? Que je n'ai plus mal de la perte de ce que j'aime. Oui, mais j'aime Dantokpa dans son état, comme je le vois là, brouillon, n'est-ce pas, désordonné, mais qui dégage du charme économique, qui dégage du charme touristique, qui fait le brassage, la sociabilisation de plusieurs peuples, de plusieurs cultures. Le carrefour, la rencontre, nos sueurs s'entremêlent
nos peaux se collent, se touchent. Nous communiquons parce que nous sommes des êtres humains. Et c'est tout ça qui partira avec Dantokpa. J'en souffre. Vous en souffrez. Est-ce que vous en souffrez aussi? Bon, moi, j'aimerais dire aux téléspectateurs de regarder un peu les images qui sont en fond là. Oui. C'est les images de Dantokpa. Ouais. Et Distel a fait Lomé. Et donc, je me trouve à l'aise à parler de Lomé. Vous savez, très tôt, à Sigamé, on avait décidé qu'on doit déplacer à Sigamé de là où ça se trouve. Ça se trouve jusque-là. Et quand je dis très tôt, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on a dit que Sigamé doit partir de là. On est allé construire quelque chose, je sais plus le nom du quartier, c'est Kégué ou quelque part là-bas. On a construit un marché là-bas en demandant que tout le monde bouge, mais ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé. Les gens sont encore à Sigamé, vous allez à Sigamé toujours. Les marchés ont une âme. Absolument. Absolument. Moi, je ne sais pas quel est l'objectif de dire on va déplacer Dantokpa de là. Je ne sais vraiment pas l'objectif. La finalité. Le marché est plein. Oui, on peut construire. Il y a maintenant des marchés annexes qu'on a construits, n'est-ce pas, et qu'on inaugure. Je crois qu'il faut mieux laisser ces marchés-là. Et si on veut, on peut reconstruire Dantokpa. On peut reconstruire Dantokpa et garder Dantokpa au même endroit, mais reconstruire le marché. Mais moi, je ne sais vraiment pas ce qui décide à dire on doit enlever Dantokpa de là. Dantokpa est auprès du fleuve. Dantokpa, quand on va l'enlever de là, je ne sais pas si ça va encore s'appeler Dantokpa. Et quand on l'enlève et qu'on l'amène quelque part, je ne sais pas si les gens vont avoir... Est-ce que le temps va toujours agir? Bon, je ne sais vraiment pas. Est-ce qu'il y aura le temps? Est-ce qu'il y aura le temps? Le temps, c'est des questions qui se posent. Bon, moi, je crois que ces questions sont des questions... Parce que les marchés que nous avons, les marchés même qui ont été reconstruits dernièrement, ce ne sont pas des marchés qui... Ce n'est pas un État qui a décidé que le marché va être là. Ouais, ce sont les hommes qui progressivement ont commencé à s'installer, qui a donné ça. C'est vrai, ce qui est traditionnel, on peut changer ça, mais il faut faire attention parce que vous voyez, les Européens, vous irez à des endroits, ils vous diront que c'est là depuis 1000 ans. Et ça n'a jamais changé. Vous voyez, ils vous diront cela. Écoutez, je donnerai un exemple pour corroborer ce que dit le docteur. Allez au Carrefour Ouenoussou. Figurez-vous, c'est sur l'axe Ouiho. Carrefour Ouenoussou, oui. La plage, là. Il y a le marché de Ouenoussou. C'est un beau marché. Mais qui n'a pas de vie. Les bonnes dames ne sentent pas ce marché. Ils préfèrent venir faire leur course à Diaragon, qui est déstructuré, qui est en vrac, je ne sais pas. Les marchés... Enfin, on se retrouve dedans comme ça. Oui. On peut à la limite, n'est-ce pas, contrôler l'expansion de ces marchés-là. Hein? Mais, Dantokpa, j'ai mal, simplement. Voilà, quoi. Mais tout à l'heure, vous avez posé une question quand même pertinente, que est-ce que à Calavi, on parlera encore de Dantokpa? Déjà, on sait qu'on parlera de marché de gros. Regardez, les anthropologues vous diront, les sociologues vous diront, mais on dit, les historiens vous parleront de ça. On parle de Dantokpa, mais c'est tout un programme, c'est une charge qui est dans l'appellation. Alors quand on va déplacer ça, on va amener ça à Glo, je ne sais pas où. Est-ce qu'on va dire Glotokpa? Est-ce qu'on va dire... Est-ce qu'il y aura le dent? Est-ce qu'il y a le temps là? Est-ce qu'il y aura le symbolisme du dent? Est-ce qu'il y aura le Tokpa? Parce qu'en fait, c'est quoi? Aux abords du lac ou du fleuve dent. C'est ça. N'est-ce pas la définition étymologique de Dantokpa. On veut déconstruire ça. Bon. Vous avez mal? Oui, j'ai très mal. Et je l'ai dit, ce débat-là est en retard. Hein. Le projet est très avancé. Mais je l'avais déjà dit à l'entame, je le réitère aujourd'hui.
Que dites-vous, puisque nous émettons sur Internet, parfois on a quand même une attention particulière à tout ce qui se dit un peu sur la toile. Que dites-vous ceux qui pensent, par exemple, Dr Maïressou, que en construisant, en érigeant ces marchés modernes et autres, il se questionne de savoir est-ce que le gouvernement a pris en compte les valeurs spirituelles que nos aïeux, nos parents mettaient en place, les prédispositions qu'ils prenaient avant d'ériger un marché? Non, moi je parlerai pas de valeurs spirituelles, parce que spirituel c'est trop. Je parlerai simplement de valeurs culturelles. Vous voyez, comme il a dit, que nous nous côtoyons, la sueur, on sent la sueur, on sent ceci, on sent cela. C'est tout ça qui va disparaître. Et la culture, telle qu'elle est, il y a des cultures sur lesquelles je crois que ça devient, on peut dire des archives de notre passé, de notre vie en commun, et ça se transfère de génération en génération. Mais c'est ça que nous allons surtout perdre, parce que la spiritualité, on peut encore questionner la spiritualité d'Antokpa. On peut encore questionner un certain nombre de choses, mais la culture, elle est là. Vous y allez, vous la voyez, elle est là, vous la vivez, vous la sentez. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle est active et dynamique. Écoutez, moi j'ai un cousin, Adja, il est venu à Dantokpa, il ne pouvait pas prononcer une phrase en Yoruba. Il était venu pour accompagner son frère aîné pour la vente des pièces détachées. Mais aujourd'hui, il parle couramment l'anglais, il parle couramment le Yoruba. Il va au Nigeria comme la porte d'à côté. Mais c'est Dantokpa qui lui a donné tout ça. Le brassage linguistique. Un Adja qui te parle couramment le Yoruba aujourd'hui. Parce que c'est une langue de commerce. Dantokpa, c'est l'histoire de toute une vie de certains. Mais oui. Mais oui. Et vous y allez pour apprendre. Vous y allez pour apprendre. Vous vivez à Dantokpa une journée, vous allez voir que c'est toute une culture, c'est toute une façon de voir le monde, c'est toute une façon d'être. Et bon, c'est ça qu'on veut enlever. Vous voyez les marchés qu'on a inaugurés maintenant. Vous voyez comment, par exemple. Vous voyez le cadre, comment c'est? Le cadre complètement, c'est complètement différent. Les bonnes dames seront guindées. Il ne faut pas se retrouver dedans. Vous allez voir, elles vont s'installer aux abords. Hein. Oh, d'ici 6 mois, 1 an, vous allez les voir. Les ruelles là qui mènent à ce marché là, mais vous allez les voir. Mais parce que quand... On a vu certaines qui se plaignent, par exemple, du fait que, bon, elles ont constaté que, bon, c'est vraiment propre, c'est ci et ça, mais que quand les gens viennent, ils ne veulent pas monter en haut, ils restent qu'en bas, et donc, elles qui sont en haut, elles ne font pas le chiffre d'affaires, par exemple. On a déjà connu ça avec la construction du bâtiment central du marché d'Antokpa. On avait déjà connu ça. C'est un fait sociologique qu'il fallait intégrer. Les bonnes dames qui étaient à l'étage dans le bâtiment central à Dantokpa se plaignaient au début. Parce que personne... Écoutez, faites 2 étages pour aller acheter... ce que je trouve déjà en masse. Donc, on a dû délocaliser et faire des ceintures autour du grand bâtiment. Et certaines bonnes dames ont transformé les magasins qui sont en haut, enfin, les salles... Mais dis ça là, sous les crèmes... En magasin, oui. Et venaient vendre en bas. Au niveau des ceintures. Mais les crèmes du gouvernement sont... Rien que les images qui passent, regardez, rien que les images qui passent. Vous voyez, c'est ce brassage-là qui va disparaître. Parce que maintenant, les gens seront isolés. Les gens, c'est individuel. C'est pas des bureaux, c'est pas... Vous voyez, regardez, c'est ça. Mais c'est pas des box d'agence. Non, un marché, c'est pas des box d'agence. C'est pas pour ça que ça s'appelle marché. Si je veux aller dans un supermarché, je vais dans un supermarché. Et je vis autre chose. Si je veux aller faire mes courses, ailleurs, je vais ailleurs, je vis autre chose. Mais si je veux aller au marché, je vais au marché, je vis les réalités du marché. Mais est-ce que le constat effectué par le gouvernement qui l'a poussé à mettre en œuvre ce projet-là, vous ne le partagez pas? Ce n'est pas un refus du développement. Hein. Non. Attention, enfin, moi, par rapport à moi, ce n'est pas un refus du développement ou un déni d'évolution. Non, c'est pas ça. Hein. Mais je dis, un marché du type d'Antokpa, enfin, un marché tel que nous le connaissons dans notre sociologie, c'est pas des box d'agence. Oui, moi, non, sur ce point, je crois que nous sommes tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas de dire que nous ne voulons pas de développement. Moi, mon professeur, j'ai des professeurs quand même américains. Il est arrivé ici le 10 avril. Il a fait
tout le mois d'avril à partir du 10 ici avec moi et nous sommes allés un peu partout dans Topa et autres. Et quand il est descendu à Philadelphie. En Philadelphie, à son retour, la première des choses, la première image qu'il m'a montré, c'est d'aller justement vers un marché ouvert comme ça, où tout le monde passe, on se rencontre comme dans Topa, et de me dire, voilà, nous aussi on a ça. Vous voyez? Donc, je pense qu'on peut construire des hypermarchés, on peut construire tout ce qu'on veut, mais on n'est pas obligé de dire dans Topa ne doit plus exister. C'est cela. Merci à vous, Dr Paul-Marie Rousseau. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Vous étiez face au chroniqueur et analyste politique Aldistel Amoussou, président directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Merci à tous chacun pour l'attention. Retrouvez demain dimanche Kales Kitome et Nasrin Fatoumi pour l'invité.